Quand la carte se consume, que subsiste-t-il d'un pays? Cette interrogation, à la fois simple et vertigineuse, traverse les époques, les continents, les civilisations. Mais aujourd'hui, au cœur du Sahel, elle devient brûlante d'actualité. Car le feu du Sahel n'est plus un symbole lointain, ni une abstraction pour livre d'histoire. Il est réel, concret, il ronge le Mali, pays jadis cité en exemple de résilience, aujourd'hui au bord de la disparition silencieuse. Au Mali, les villes semblent encerclées non par des murs visibles, mais par la peur et l'incertitude. Les convois de carburant, de vivres, de médicaments qui autrefois relièrent à Bamako à Gao ou Tombouctou à Mopti sont désormais réduits en cendres. Parfois, il suffit d'un simple convoi attaqué pour que tout un marché s'effondre, que le prix du mil triple, que les familles se retrouvent à jeûner bien plus longtemps que le ramadan. Le silence forcé n'est plus une figure de style, il est devenu la règle. La moindre rumeur, le moindre mot de travers, et la violence s'abat imprévisible. La nuit, chaque route se transforme en piège. Imaginez un chauffeur de camion quittant Bamako avec sa cargaison d'essence dans la pénombre. Chaque virage, chaque village traversé est une question sans réponse. Arrivera-t-il vivant? Les récits de familles qui n'osent de plus voyager, même pour un mariage ou des funérailles, abondent. Le jour, les ruines témoignent d'une vérité plus vive que n'importe quel communiqué officiel. Les écoles sont désertes, les marchés vides, les mosquées silencieuses. On devine la peur dans les regards, dans les pas pressés, dans les rues où même le vent semble se méfier de faire trop de bruit. Le souffle du pays s'étouffe, non sous les cris de la guerre, mais dans l'immobilité d'un État réduit à l'ombre de lui-même. Les fonctionnaires reçoivent leur salaire, mais ne savent plus vraiment quel pouvoir leur reste. Les juges ne jugent plus. Les policiers ferment les yeux. On ne parle pas ici d'une guerre ordinaire, où deux armées s'affrontent pour un drapeau. Non, c'est l'effacement progressif d'une nation, par couches successives d'abandon. Les écoles ferment leurs portes, parfois pour quelques jours, parfois pour toujours. Les marchés s'effacent, les étals couverts de poussière. Les voies publiques, jadis si vibrantes, se taisent peu à peu. Le Mali ne lutte plus contre un ennemi clairement identifié, mais contre le vide, la dissolution lente du tissu social, l'abandon du quotidien. C'est une érosion, pas un effondrement spectaculaire, un lent glissement de la résistance à la résignation. La question de qui dirige devient presque secondaire. Ce qui importe, c'est de savoir ce qui reste de l'âme nationale quand l'État, autrefois rempart, se dissout en spectre. Quand la frontière n'est plus qu'une cicatrice dans la poussière, quand le drapeau flotte sans témoin, que signifie encore la souveraineté? Regardons l'histoire. Lors de la chute de l'Empire romain, les citoyens de Rome se sont réveillés un matin sans empereur, sans cohésion, sans certitude. À Byzance, les chroniqueurs racontaient comment, avant la chute, tout semblait continuer comme avant, alors même que l'Empire se vidait de sa substance. Ici, au Mali, c'est un peu la même chose. L'État existe sur la carte, il subsiste dans les discours, mais il s'efface dans la réalité quotidienne. Perdre la souveraineté, ce n'est pas seulement céder un territoire, c'est risquer d'effacer son identité, son espoir collectif, sa capacité à transmettre une mémoire commune. C'est voir, impuissant, sa voix collective s'étouffer, génération après génération. C'est comme si la langue elle-même devenait plus pauvre, que les chansons des anciens perdaient à leur sens, que les contes n'avaient plus d'auditoire. Pour comprendre comment un pays glisse de la résistance à la résignation, il faut revenir au premier signe du siège invisible qui s'est refermé sur le Mali, là où le silence est devenu une arme et l'absence un poison lent. Imaginez une ville où, du jour au lendemain, les habitants cessent de sortir, où les enfants ne jouent plus dans les rues, où les enseignants n'osent compte plus se rendre à l'école. Ce sont ces petits renoncements quotidiens qui, additionnés, deviennent une défaite collective. Pourtant, dans l'ombre, certains refusent la disparition. Ils réapprennent à lutter, réinventant la souveraineté là où l'État s'est absenté. Ce sont des chefs de village qui rassemblent les anciens pour décider, ensemble, de ne pas céder à la peur. Ce sont des femmes qui organisent des ateliers de couture pour continuer à tisser les liens, malgré tout. Ce sont des jeunes qui, la nuit, réparent dans les puits sabotés pour que l'eau continue de couler. Un siège ne gronde pas toujours. Parfois, il s'insinue sans bruit, colonisant les habitudes jusqu'au cœur des routines les plus banales. La crise du Mali n'a pas éclaté avec des colonnes de chars ni l'écho des batailles. Elle s'est glissée dans le quotidien, une peur sourde s'infiltrant dans chaque trajet, chaque poignée de main, chaque lever de soleil qui pèse lourd d'incertitude. C'est l'histoire d'un chauffeur, d'un écolier, d'une mère, tous confrontés au même dilemme. Rester ou partir, parler ou se taire, résister ou plier.
Les routes, jadis vaines du pays, sont devenues des chemins de deuil. Les camions d'essence flambent sur l'asphalte, les convois de vivres et de médicaments s'évaporent dans la poussière, engloutis par des embuscades qui laissent qu'au derrière elles une traînée de sang et de cendres. Certains villages se retrouvent coupés du monde des semaines entières. Les radios locales diffusent des messages de détresse, mais les secours mettent parfois des jours, voire des semaines, à arriver, quand ils arrivent. Le temps semble suspendu. Bamako, la capitale, avance au ralenti, comme si la ville retenait son souffle. Un simple bruit fait sursauter, les regards se croisent puis se détournent. Les djihadistes n'ont pas besoin de franchir les murs, ils pressent à la ville à distance, étouffant la vie sans même se montrer. Un commerçant raconte « On ne sait plus qui croire ni à qui parler ». Même le silence devient suspect. Face à cette strangulation invisible, l'État officiel persiste. Discours à la télévision, drapeaux dressés, cérémonies figées. Mais un autre pouvoir règne, diffus, impalpable, l'État de l'ombre. Ici, l'obéissance n'est plus une question de foi, mais d'épuisement. Les lois ne pèsent plus, elles s'insinuent dans la fatigue, dictées par l'habitude d'avoir peur. Les taxes sont prélevées par des mains inconnues. Les jugements sont rendus dans des tribunaux improvisés, parfois sous un arbre, parfois dans une mosquée. Jour après jour, la souveraineté s'effiloche. Trouver du carburant, circuler, envoyer ses enfants à l'école. Tout exige de composer, de renoncer, d'accepter que l'exception devienne norme. Le pays ne s'écroule pas d'un coup. Il s'efface concession après concession, jusqu'à ce que la nation elle-même se dissolve dans l'incertitude. Ici se joue bien plus que l'ordre public, c'est l'avenir d'un peuple. Quand la peur et la lassitude décident de la vie, la dignité s'étiole, l'espoir s'amenuise, la soumission s'installe. Peu à peu, la souveraineté devient un souvenir pâle, rongé par la routine du renoncement. C'est ainsi que des empires entiers ont disparu de l'histoire, non pas dans l'explosion, mais dans la lente agonie de l'habitude et du découragement. Mais au cœur de cette grisaille, une tension nouvelle prend forme. Tandis que l'ancien monde s'effondre en silence, une volonté se forge et un visage s'apprête à incarner le refus de disparaître. Souvent, l'espoir renaît là où on l'attend le moins. Dans un village résistant, dans une radio clandestine, dans une école improvisée, sous un manguier. Mais qui pourra briser l'étau ? Avant de le découvrir, il faut comprendre comment, dans ce climat d'abdication, certains refusent pan de plier. Il existe des précédents historiques. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance est née dans l'ombre, par des gestes minuscules, distribuer un tract, cacher un voisin, refuser d'abandonner son accent. Au Mali, la résistance naît pareillement dans le quotidien. Une parole de trop, un chant interdit, un repas partagé malgré l'interdit. Le feu détruit-il tout, ou façonne-t-il ce qui résiste à ses flammes ? Au Sahel, la question ne porte plus seulement sur la guerre, mais sur le sens profond de la survie. Quand l'État s'efface dans le silence, ne reste que la volonté tenace d'un peuple refusant l'extinction. On pense ici à l'Irak, où, malgré les décennies de guerre, la société civile s'est reconstruite à force de ténacité et d'entraide. Au Mali, la crise ne tonne plus aux frontières. Elle ronge le cœur même du pays. Les frontières tiennent à peine sur la carte, tandis que la vie quotidienne chancelle. Les convois disparaissent dans la poussière. Les institutions se vident. L'espoir s'amenuise et la peur impose sa loi jusque dans les gestes les plus simples. La résignation s'installe, insidieuse comme une seconde peau. Mais plus au sud, le Burkina Faso tente une percée inattendue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un autre chemin s'impose. Refuser la dépendance, choisir la dignité, même au prix de l'isolement. Ce jeune capitaine ne promet pas de victoire éclatante ni de fin rapide au chaos. Il parle d'une seconde libération. Non plus contre l'étranger, mais contre la tentation de baisser les bras, celle qui ronge les âmes et détruit les nations de l'intérieur. Pour Traoré, nul sauveur providentiel ne viendra. Le salut s'enracine dans chaque acte de refus, dans la discipline du non, dans la force d'endurer la douleur collective plutôt que l'humiliation. Ce combat coûte du sang, des nuits blanches, des deuils interminables, mais il transforme la souveraineté en une réalité et non en un simple mot sans chair. La rupture se manifeste non dans les discours, mais dans la rue. Au Burkina Faso, des milliers de citoyens ordinaires deviennent veilleurs, cultivateurs, enseignants, maires, tous portés par la conviction que la dignité vaut plus que la survie nue. La peur persiste, mais elle ne dicte plus tout. Elle n'étouffe plus les voix, elle nourrit la rage de rester debout. Ce modèle n'offre aucune promesse de miracle. Il exige des sacrifices, l'usure de l'isolement, la défiance des alliés, les pertes humaines qui rappellent sans cesse le prix de la résistance. Pourtant, il insuffle un espoir neuf, têtu, fragile.
un espoir forgé dans l'épreuve, dans la conviction que l'on peut encore choisir sa route, même lorsque tout s'effondre. Ici, l'enjeu dépasse la seule sécurité. Chaque jour, il s'agit de ne pas céder à la tentation du renoncement et de renaître ensemble dans la douleur. Dans la nuit du Sahel, refuser la résignation devient le premier acte d'une renaissance collective. Cela passe par des gestes simples. Reconstruire une école détruite, partager la récolte avec un voisin ruiné, organiser une fête malgré la menace. Mais cette renaissance a un prix. Et la question demeure, jusqu'où un peuple peut-il aller pour préserver sa dignité ? Car l'histoire du Sahel, elle, n'a pas encore livré son dernier mot. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire, l'Algérie, après la guerre d'indépendance, a dû affronter la tentation de l'épuisement. Pourtant, c'est dans les moments de plus grande incertitude que la fierté nationale s'est reconstruite, pas à pas. 3 routes. Une seule recèle la promesse du retour de l'âme. Il faut les examiner, non comme de simples options politiques, mais comme des choix existentiels. La première voie, la négociation avec les groupes djihadistes. Sur ce sentier, la paix semble possible, mais ses fondations tremblent. Dialoguer, c'est parfois légitimer le chaos, normaliser la peur, accepter que des juges autoproclamés redessinent le quotidien sous le signe de la soumission. On se souvient du Nigeria où, dans certaines régions, l'État a dû accepter la coexistence avec Boko Haram, au prix d'une paix précaire et d'une souveraineté amputée. Certains dirigeants murmurent qu'un cessez-le-feu vaut mieux que le silence des cimetières. Mais à quel prix ? Le risque est immense. L'État relégué au rang de figurant, toléré par ceux qui l'ont brisé, et une paix toxique où la violence demeure tapie, prête à bondir à la moindre faille. Les accords signés deviennent alors des pièges, des trêves illusoires. La seconde voie, la guerre sans fin. Bombarder, réprimer, lancer offensive sur offensive, en croyant que la victoire se compte en combattants abattus. Le Sahel connaît cette route par cœur. Elle offre tout au plus l'illusion d'un répit. Plus souvent, elle impose la lassitude, l'épuisement et une société qui, génération après génération, enterre ses fils pour défendre un territoire qui lui échappe chaque jour un peu plus. La Syrie, la Libye, le Yémen, tous ont connu ce piège de la guerre perpétuelle, où la victoire n'existe plus, seulement la survie. Dans cette spirale, la jeunesse se consume, la mémoire s'ankylose dans le deuil et l'espoir s'étiole. La guerre use les corps et les âmes. Pourtant, reculer, c'est s'effacer, avancer, c'est risquer de devenir ce que l'on combat. Ce dilemme a hanté toutes les guerres d'indépendance de l'Irlande à l'Inde. La troisième voie n'existe que dans la promesse. Elle exige une renaissance, un pacte inédit entre dirigeants et dirigés, une discipline du courage partagé. Ici, il ne s'agit plus de survivre, mais de refuser la facilité du fatalisme. Forger une souveraineté nouvelle, ni imposée d'en haut, ni dictée par la peur, mais née d'un effort commun, d'une mémoire vivante, d'un refus collectif de la soumission. C'est ce qui a permis à la Pologne, après des décennies de partition, de renaître dans l'entre-deux-guerres. L'Alliance des États du Sahel, la fameuse AES, tente d'incarner cette unité fragile. Pourtant, elle vacille, écartelée entre l'élan de solidarité et le poison de la méfiance. Les alliances y sont précaires, les ambitions souvent divergentes. La moindre fissure suffit à transformer le rêve en poudrière. On l'a vu avec l'Union africaine, souvent paralysée par les intérêts contradictoires de ses membres. Sur ce champ de ruines, les puissances extérieures, qu'on les nomme Russie, France ou Algérie, avancent masquées. Chacune promet la stabilité, mais toute complexifiant dans la quête d'indépendance véritable. Le Sahel devient alors la scène d'un théâtre d'ombre, où se nouent, loin des regards, les intérêts des puissants et l'autonomie des peuples. On se rappelle les accords Sykes-Picot qui ont redessiné le Moyen-Orient à coups de crayon, sans tenir compte des peuples. Se tromper de voie, c'est condamner la région à l'effacement ou à la répétition sans fin des tragédies. Ici, chaque choix pèse sur la vie, la dignité, la mémoire, chaque faux pas peut éteindre la flamme ou la rallumer. Les exemples abondent, la Somalie plongée dans le chaos faute d'un véritable projet commun, ou le Rwanda qui a su renaître de ses cendres grâce à une discipline collective impressionnante. Mais la véritable leçon du Sahel ne se trouve pas dans les choix géopolitiques. Elle surgit dans les gestes minuscules de résistance, dans la main qui se relève, dans la capacité, malgré tout, à transformer la douleur en flamme. Un instituteur qui continue d'enseigner sous un arbre, une infirmière qui brave la route pour soigner, un musicien qui compose des chansons d'espoir. Ce sont ces gestes qui, cumulés, peuvent inverser le cours de l'histoire. Dans ce chaos, ce sont les figures de résistance comme Ibrahim Traoré qui ravivent en l'espoir. Leur combat pose une question brûlante. Que signifie vraiment être souverain quand tout vacille ?
Ce qui survit au feu, ce n'est pas la force brute, mais la volonté nue. Les Grecs anciens avaient un mot pour cela, le thumos, cette énergie vitale qui pousse à se relever, à dire non, à refuser l'effacement. La crise sahélienne n'enseigne pas seulement la douleur de la perte, elle met à nu la vérité de la souveraineté. On la croit acquise, figée dans des frontières, mais elle se gagne et se regagne, chaque jour, à travers des actes minuscules et des refus têtus. La souveraineté n'est pas un bien, c'est un équilibre fragile, constamment menacé par l'oubli, l'usure, la peur. Ici, la mémoire n'est plus un fardeau à porter, mais une arme à brandir. La mémoire de la souffrance devient semence pour demain. Chaque geste de courage, même silencieux, grave une résistance contre l'effacement. Se souvenir dans le vacarme du chaos, c'est refuser la disparition. En Pologne, sous l'occupation, ce sont les écoles clandestines qui ont sauvé la langue et l'histoire. La Renaissance ne se décrète pas sous la plume d'un étranger, ni ne descend d'un ciel clément. Seule la solidarité, pas l'assistance, peut refaçonner l'avenir. Ce n'est pas la main qui donne qui sauve, mais celle qui saisit une autre pour se relever ensemble. Tant que la communauté refuse la résignation, que l'on organise le partage, alors tout n'est pas perdu. Dans ce tumulte, Ibrahim Traoré incarne une vérité âpre. Le leadership véritable n'est pas folklore ni nostalgie des héros passés. Ici, diriger, c'est porter la solitude, accepter l'inconfort, avancer sans garantie de victoire. Le chef mesure chaque mot, chaque silence, sachant qu'une décision peut coûter bien plus qu'une vie. On pense à Nelson Mandela, qui a choisi de pardonner sans oublier, et dont la grandeur fut d'accepter l'incertitude. Oublier ses leçons, c'est laisser la prochaine crise balayer non seulement des villes, mais jusqu'au souvenir de la dignité. L'histoire du Sahel le prouve, la souveraineté ne se transmet pas comme un simple héritage, mais comme une discipline vivante, à défendre jour après jour. Ce qui s'impose alors, ce n'est ni la nostalgie, ni l'attente de sauveurs invisibles. C'est la volonté de bâtir autrement, de tenir bon, ensemble, même quand tout vacille. Cela passe par des cercles de parole, des associations de quartier, des rituels partagés qui rappellent à chacun son appartenance à la communauté. Reste à comprendre ce que cela signifie, concrètement, pour celles et ceux qui vivent dans l'ombre du chaos. Comment la volonté collective peut-elle tracer, malgré tout, une route vers demain ? Prenons un exemple pratique. Dans la région de Mopti, plusieurs villages ont décidé de mutualiser leurs maigres ressources pour recréer un marché hebdomadaire, malgré la menace permanente des groupes armés. Ils ont établi des tours de garde, organisé des relais pour les femmes et instauré un fonds commun pour soutenir les victimes d'attaques. Petit à petit, la vie reprend, même fragilement. À Bamako, ce sont des radios communautaires qui, chaque soir, diffusent dans des messages d'espoir, des chansons traditionnelles, des conseils pour résister à la peur. Ces voix, anonymes ou célèbres, rappellent que la culture est un rempart contre l'effacement. Dans les écoles clandestines, des enseignants bénévoles transmettent la langue, l'histoire, la fierté d'être malien. Là où l'État a disparu, la société civile s'organise. Souvent, c'est dans la cuisine, autour du bol partagé, dans la réparation d'un puits ou la plantation d'un arbre que la dignité se reconquiert. Les femmes, souvent premières victimes du chaos, deviennent aussi les premières artisanes de la résilience. À Gao, des coopératives féminines se sont organisées pour relancer la production de savon, de tissus, de denrées. C'est une manière de tenir, de transmettre, de refuser le silence et la dépendance. Les jeunes, eux, refusent d'être condamnés à l'exil intérieur. Ils craignent des groupes de musique, des collectifs d'art, des réseaux d'entraide. À travers la culture urbaine, le slam, le rap, ils hurlent leur refus d'être oubliés. Car la souveraineté, ce n'est pas seulement la force des armes, c'est la capacité à raconter sa propre histoire, à inventer une suite. Et si le vrai triomphe, c'était de garder vivante la flamme au lieu de la craindre ou de la fuir. Cette flamme, c'est la résilience commune, la mémoire qui s'accroche, la force de se relever même quand le monde tangue. La souveraineté ne se limite plus à des lignes sur une carte ou à un drapeau visible. Dans la poussière du Sahel, elle devient une bataille quotidienne. Refuser que le silence et l'effacement soient en soi la seule réponse à la violence. Regardons les choses en face. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie physique d'un peuple, mais sa capacité à rêver, à transmettre, à se relever après la chute. L'effondrement du Mali n'est pas juste une tempête lointaine, c'est un miroir tendu à toutes les sociétés fragiles, là où l'État se dissout et laisse place au vide. La question n'est plus point ni qui gouverne, mais de qui a encore le courage d'espérer quand tout vacille. La flamme que certains veulent étouffer, par la peur, la faim, la fatigue, renaît à chaque fois qu'une communauté s'organise, qu'un village refuse de céder, qu'une voix s'élève pour dire non.
Ce n'est pas la puissance militaire qui sauvera le Sahel, mais la discipline du refus et la ténacité de celles et ceux qui, à l'image d'Ibrahim Traoré, prouvent que l'indépendance peut se vivre sans haine ni abandon. Si l'on accepte que la souveraineté puisse renaître de la douleur, alors chaque épreuve devient une possibilité de réinventer l'avenir. Refuser que le silence soit le dernier mot, c'est déjà une victoire, celle d'un peuple qui refuse de s'effacer, qui transforme la peur en courage, l'absence en présence, l'effritement en renaissance. Et nous, spectateurs ou héritiers d'autres histoires, quel feu choisirons-nous d'allumer? Celui de la crainte ou celui de la solidarité? Le destin du Sahel nous rappelle que la souveraineté véritable s'invente à 1000 mains, à 1000 voix, et qu'elle ne s'éteint que si l'on accepte que tout s'arrête là. Alors, dans la nuit du Sahel, une promesse subsiste. Ce que le feu ne détruit pas, il révèle. La dignité, la mémoire, la volonté commune. Il appartient à chaque génération d'y puiser la force de refuser l'oubli et de transmettre, coûte que coûte, cette flamme fragile qui fait d'un peuple bien plus qu'une frontière sur une carte.